Bienvenue dans PAF avec Stéphane Monson. Bonjour. Doyen honoraire de la faculté de droit. On dit ça comme ça, hein? On dit ça comme ça et c'est à vie. Et Doyen honoraire, c'est à vie. Ouais. Ouais. Mais vous avez un très jeune doyen, donc. Et honoraire, c'est pire. Et honoraire, c'est pire. Et toujours professeur de droit public, donc à l'université de Versailles-Saint-Quentin. On ne m'a toujours pas viré. Oui. Voilà, mais il n'y a aucune raison, je pense. Et on reste dans les juristes avec Florence Percadet, qui est toujours avocate au barreau de Versailles. Absolument. Bonjour Patrice. Jean-Luc Madec. Bonjour. Des Templiers. Alors, vous allez être heureux parce qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui a essayé de renverser la table de la vie politique, je crois. Enfin, on va lui demander. C'est Thomas Courtois. Il essaye. Mais il essaye. On va l'aider. Oui, et je ne suis pas tout seul. Il faut et être vous plusieurs. Pas tout seul. Oui, voilà. Vu l'objectif, il faut être plusieurs. Absolument. Vous êtes un des membres fondateurs, mais enfin, vous êtes depuis le début de Nous Citoyens. Vous en êtes le délégué pour l'Île-de-France-Ouest. Oui. Parce qu'il y a des découpages un peu particuliers pour vous. Et vous nous expliquerez, voilà, on va parler de ce nouveau mouvement. Est-ce que c'est un parti? Est-ce que c'est autre chose? Quelles sont vos ambitions? Quels sont vos buts? Pourquoi ça a été créé? Est-ce que vous êtes content des résultats que vous avez acquis jusqu'ici? Vous allez nous en parler. À côté de vous, Sephora Namani, ça va bien? Patrice, oui, merci. Très bien, toujours à l'université aussi, mais vous étudiez. Oui, toujours. Il y en a qui enseignent, il y en a qui étudient, voilà. Et Jean-Charles Lajoigny, éditeur. Toujours. Et toujours aux éditions Lajoigny. Donc, absolument. C'est mieux quand ça porte votre nom. Voilà, c'est plus simple. Alors, on va parler de Nous Citoyens, on parlera d'autres sujets, on va parler notamment du décret d'application sur la réforme de l'enseignement, on parlera peut-être de cette décision de la Cour de cassation, sur la GPA. C'est un avis pour l'instant. C'est un avis. C'est un avis de l'avocat général de la Cour de cassation. C'est ça. Et ce sera étudié, je crois, fin mai, devant la Cour de cassation. Voilà. Qu'est-ce que deviennent les enfants qui sont nés de la GPA dans un pays étranger, les enfants français? On regarde l'inscription et l'état civil. Absolument. Mais d'abord, on va commencer par vous et puis par la politique. Alors, un mot d'abord. Nous, citoyens, c'était une réponse à Moi Président, c'est ça? Exactement. C'est une réponse aux anaphores. Le Moi Président avec les 10 anaphores, je crois. La réponse est Nous, citoyens. Donc, c'est la vocation ou l'ambition de Nous, citoyens, c'est de regrouper des hommes et des femmes de conviction qui ont envie, comme vous disiez tout à l'heure, de renverser la table. Et Jean-Luc, vous êtes dedans ou pas? Écoutez, j'ai participé aux 2 premières réunions organisées par Denis Père à Paris. C'est un personnage. Alors, Denis Père, il faut dire un mot, c'est le fondateur. Le fondateur de Nous, citoyens. Brillant, intellectuellement, très belle réussite dans les affaires, et qui a voulu finalement créer un mouvement que j'ai trouvé intéressant parce que, allant dans des démarches novatrices, cassant des codes, et il avait pour ambition, et j'ai trouvé ça très intéressant, de créer ce qu'il appelait un mouvement transpolitique. Hélas, piégé par les médias et par les autres partis. Alors, on va peut-être venir c'est après devenu un petit parti politique. Peut-être aux critiques qu'on peut émettre, mais d'abord savoir ce que c'est que ce mouvement. Vous êtes à droite, à gauche, au centre ou ailleurs? Nous sommes à l'extrême centre. Nous sommes un mouvement extrême. Ouais, donc non partisan, puisque nous regroupons et les adhérents sont des gens qui viennent soit de gauche, soit de droite. Et une des grandes idées de Denis Père, c'est qu'il y a des bonnes idées à gauche, il y a des bonnes idées à droite, et qu'un peu de pragmatisme en politique ne freine mal à personne. Vous-même, vous êtes un chef d'entreprise? Oui. Une entreprise familiale, mais importante, oui. de plus de 300 salariés, je crois. Oui. Denis Père vient aussi de l'entreprise? Tout à fait. Donc, est-ce que c'est pas une sorte de façon, pour les chefs d'entreprise, de se dire, au fond, le pays est mal géré, si on le gérait comme une entreprise, ça irait beaucoup mieux? Sur certains principes, oui, c'est ce que je disais auparavant, c'est d'amener du pragmatisme en politique. Il est vrai que le mouvement a démarré surtout avec des chefs d'entreprise du fait du parcours de Denis Père, mais on s'aperçoit aujourd'hui, 1 an et demi après, qu'on regroupe des avocats, des juristes, des artisans, des commerçants, des cadres, et petit à petit, la base s'élargit. À force d'aller au contact des Français, de leur expliquer qui on est, d'où on vient. Moi, je me suis engagé il y a 1 an et demi en politique. C'était mon coming out politique. C'est votre premier engagement politique? Tout à fait. De militant, oui. Donc je suis à la fois adhérent, militant et maintenant délégué régional, parce que j'ai fait partie peut-être des premiers à entendre Denis Père un matin sur BFM en disant est-ce que je reste dans le camp des râleurs ou est-ce que je passe enfin dans le camp des acteurs pour sortir de la majorité silencieuse? Vous êtes des déçus de la politique, on pourrait dire ça?
déçus de la Je politique fais partie traditionnelle? des 85% de Français qui n'ont plus confiance dans les partis traditionnels. Chez nous, on les appelle les vieux partis. Mhm. Alors bon, alors, je posais assez de questions, je vous laisse parler avec Thomas Courtois. Et alors, vous avez combien d'adhérents maintenant à nos citoyens? Aujourd'hui, nous avons 13 000 adhérents, Ouais. et plus particulièrement sur l'Île-de-France Ouest. 800 adhérents sur les... C'est vous qui avez le plus de grand nombre, là. Oui, on gagne. On est devant les autres régions. C'est Donc, vous qui allez prendre le pouvoir. voilà. Oui, comme on n'est absolument pas dans cette logique-là, Non, je sais, c'est pour ça que je dis ça. je vous dis, aujourd'hui, je ne suis candidat absolument à rien, si ce n'est à faire avancer le mouvement et donner un peu de mon temps pour. Il y a eu des pour aider. candidatures quand même aux élections. Mais heureusement, la vocation d'un mouvement politique, nous sommes un parti, c'est-à-dire qu'il y a des statuts qui ont été déposés, c'est un parti pour pouvoir collecter des fonds, collecter des adhésions et pour pouvoir présenter des candidats. Et justement, pour nous différencier d'un think tank qui réfléchit beaucoup, qui aide justement, parce qu'on est entouré aujourd'hui de think tanks ou d'organismes qui réfléchissent avec nous et qui nous aident, tels que l'IFRAP et d'autres. L'IFRAP, c'est quoi? L'IFRAP, c'est l'Institut des... c'est un mouvement avec... excusez-moi, j'ai un trou. Avec Valérie Monnier. C'est un institut de réflexion. Oui, qui réfléchit, qui est capable aujourd'hui d'analyser les comptes rendus de la Cour des comptes et qui après nous aide à trouver des solutions. Comment passer d'un endettement tel qu'on le connaît de 57% du PIB à 40%. Voilà, parce qu'il y a des sources et des gisements d'économie qui sont considérables. Donc on est entouré et on fédère un certain nombre de think tanks. Et pour pouvoir justement renverser la table, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut bien à un moment ou à un autre, pas prendre le pouvoir, mais avoir des élus pour pouvoir porter notre parole au plus haut des décisions. Résultats, c'est pas fabuleux quand même, aux élections. C'est vous qui le dites. Non, j'ai l'impression. Enfin, sans tomber dans de la langue de bois, je vais vous donner des choses très, très factuelles. Déjà, 13 000 adhérents, ça nous positionne où sur l'échiquier? Je crois que c'est le terme consacré. Pour peu que les autres partis donnent les vrais chiffres, d'après nos estimations, nous sommes 10e force politique en France. Si on se base sur les élections européennes de mai de l'année dernière, de mai 2014, les résultats obtenus nous positionnent et confirment ce positionnement, ce résultat de 10e force politique en France. Lors des élections départementales, qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps, nous avions fait le choix de ne pas avoir des candidats partout, mais au contraire d'avoir quelques candidats identifiés qui ont signé la charte citoyenne, qui se sont engagés sur le cumul des mandats et sur le non-cumul des mandats, justement, avec des engagements forts. Nous avons réussi, avec une vingtaine de binômes, sur ces régions-là, sur ces départements-là, à obtenir en moyenne 8% des voix. 8%, c'est pas négligeable. Exactement. Et au deuxième tour, avec les candidats qui étaient présents, nous avons obtenu autant de voix en France que Europe Écologie Les Verts. Stéphane Monson, c'est pas la première fois qu'il y a des nouveaux partis ou des nouveaux mouvements qui arrivent. Est-ce qu'ils ont du mal à se frayer un chemin dans la vie politique traditionnelle? Alors, heureusement que ce n'est pas la première fois dans un pays démocratique, même si la France... Et en vous entendant, vraiment, moi, j'avais, comment dirais-je, des réminiscences historiques. Et la question, est-ce que ces nouveaux partis ont du mal à se frayer un chemin parmi les partis traditionnels? Oui. Oui, surtout en France, parce que la France s'est toujours méfiée. D'ailleurs, on l'entend un peu dans votre discours. S'est toujours méfiée terriblement des partis politiques. Là où en Grande-Bretagne, par exemple, enfin au Royaume-Uni, les partis politiques sont installés dès la fin du XVIIe siècle, enfin très tôt, très très tôt. Il y a une très forte tradition démocratique et parlementaire qu'on ne retrouve pas en France. Le premier gros parti politique français, il existe d'ailleurs toujours aujourd'hui, vous le savez, c'est le Parti radical, créé en 1901. Avant, faute de partis politiques, on avait affaire à une démocratie balbutiante, essentiellement axée autour de la notabilité, c'est-à-dire que c'était le notable du coin qui avait des moyens suffisants pour animer autour de lui une espèce de coterie et qui se faisait élire aux diverses élections. La France se méfie des partis. On parlait au XIXe siècle de l'impensable notion, parce que c'est une espèce de division de l'intérieur, là où l'idéal révolutionnaire en 1789 posait précisément l'idéal contraire, c'est-à-dire une nation composée d'individus sans, et je vais utiliser un terme cher à Jean-Luc, sans corps intermédiaires susceptibles de faire écran entre le citoyen
et l'ensemble national. Oui, il y avait les corporatismes qu'il fallait balayer, Ils etc. ont été balayés en 1791 par la loi Le Chapelier. Alors, toutes les associations professionnelles, les universités qui étaient des corporations ont été supprimées, etc. Et donc pas de parti politique. C'est pour ça que à cette époque-là, on voit fleurir les clubs. Hein, le plus connu étant le club des Jacobins, etc., alors qui étaient au fond des partis qui ne disaient pas leur nom. Mais il y a un paradoxe quand même, je vous écoutais. Alors, vous dites d'un côté on est un parti, etc., et moi enfin je suis d'accord, pour moi le terme parti ne me choque pas. Enfin, le parti politique est une organisation, une machine qui concourt, dit la Constitution, à l'expression du suffrage et qui est une aide indispensable au bon fonctionnement d'une bonne santé démocratique d'un pays. Mais d'un autre côté, peut-être il s'agissait de vous à titre personnel, mais vous dites on ne veut pas prendre le pouvoir. Mais le but d'un parti, et il n'y a pas de honte, c'est de se saisir démocratiquement, de se faire conduire au pouvoir pour justement changer les choses. Tout à fait. C'est parce qu'il y a une telle défiance aujourd'hui vis-à-vis des partis politiques que déjà, et c'est pour ça que je pense que vous aviez posé la question, on se présente plus en tant que mouvement, dans le mouvement. Alors après, est-ce que c'est de la sémantique ou autre? Mais quand vous allez sur moi qui fais mon coming out politique il n'y a pas très longtemps, quand vous allez sur les marchés, quand vous allez tracter quelque chose de nouveau, quand vous allez coller des affiches. Il y a un travail militant comme ça, vous le faites. Enfin, il faut, parce que c'est comme dans notre entreprise. Tout à fait. Je ne suis pas un patron qui reste dans un bureau et qui travaille par mail. À un moment ou un autre, il faut aller avec les équipes, sentir est-ce que les clients sont satisfaits. Voilà, c'est la même chose quand il y a des éventuelles parutions. Après, il faut aller sur le terrain pour voir si nos idées convainquent. Est-ce qu'on est dans le vrai? Est-ce que le message est entendu? Et donc, voilà, notre mouvement aujourd'hui, il est fait aussi de gens petit à petit qui nous rejoignent pour être élus, pour être candidats. Nous avons fait le mouvement, la semaine dernière, n'a pas fait le pont. Certains faisaient la grève, d'autres faisaient le pont. Nous, on travaillait parce qu'on préparait le séminaire des régionales pour décembre. Et donc, il y aura des candidats dans toutes les régions? L'ambition est d'avoir des candidats dans toutes les régions, dans les 13 régions. C'est une grosse machine à mettre en place. Parce que quand on est un mouvement qui ne vit que de ses adhésions, voilà, nous avons peu de moyens. Mais avec peu de moyens, comme on est en France, on peut avoir des idées et être innovant, se servir des réseaux sociaux et d'autres biais de communication. Jean-Charles, c'est une initiative qui vous parle? Je trouve que c'est toujours sympathique d'avoir des nouveaux partis, des nouveaux mouvements qui se créent. Après, je suis toujours un peu perplexe quand on dit on est l'extrême centre. En fait, en gros, l'extrême centre, suivant cette position personnelle, ça veut dire soit on est à droite, ça très souvent. L'extrême centre, c'est souvent une façon polie et politiquement correcte de dire qu'on est plutôt à droite, enfin en tout cas qu'on n'est pas à gauche. La plupart du temps, c'est ça. C'est la première chose. C'est pas du tout une tare pour moi, bien au contraire, mais voilà, je trouve que c'est aussi bien de le dire. Et puis l'autre chose, c'est que j'adore les chefs d'entreprise, je trouve que c'est passionnant, etc. Mais la politique, c'est autre chose que la gestion d'une entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Ça n'a jamais bien marché, les chefs d'entreprise. Parce que gérer une entreprise, c'est merveilleux, mais gérer la France, on ne gère pas une entreprise quand on gère la France. On a tous les laissés pour compte, on a tous les problèmes sociaux, on a les problèmes de sécurité sociale, on a les problèmes de vieux, on a un nombre de défense nationale qui ne sont pas du tout du ressort d'un chef d'entreprise. Donc je comprends très bien qu'on puisse gérer une entreprise de façon merveilleuse et extrêmement efficace. Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que c'est ça qui doit faire rêver? Moi, la politique, je pense que c'est autre chose et c'est un engagement qui est au-delà de la pure vision économique. La politique, c'est pas que de l'économie. C'est vrai qu'on a eu des chefs d'entreprise ministres de l'économie et des finances comme Maire, comme Breton. Ça n'a pas été les plus grands ministres de l'économie et des finances qu'on ait jamais eu. Oui, parce qu'ils ont été mis du jour au lendemain dans un système. Peut-être, technocratique. On va peut-être pas aujourd'hui se plaindre d'avoir enfin des chefs d'entreprise qui veulent s'engager. Et nous, citoyens, ce n'est pas un mouvement de chefs d'entreprise. Vous avez des délégués régionaux qui sont des journalistes. Est-ce qu'on peut éventuellement parler de l'engagement de journalistes en politique? Voilà, vous pouvez éventuellement, Patrice, nous éclairer, nous inspirer sur cette. Quand il dit que vous êtes de droite, vous répondez quoi? Moi, je viens plutôt de droite et le candidat de nous, citoyens, à Rambouillet, était quelqu'un de gauche. On arrive à parler sans s'envoyer des sauts d'insultes. Voilà, à partir du moment où vous avez des gens qui sont animés par l'intérêt général,
qui essayent qui mettent leurs ambitions personnelles de côté. Vous arrivez quand même à discuter, à échanger et à avancer. Je vous donne juste un exemple sur la charte citoyenne qui va être éditée d'ici une quinzaine de jours. C'est un travail collectif assez incroyable. Vous verrez qu'il y a de la matière. Ce n'est pas juste un document que le président a écrit dans son bureau ou a choisi 2 personnes qui savaient à peu près bien écrire pour sortir la charte. La charte, elle a été menée pendant un bon mois par 2 vice-présidents, Éric Delannoy et Thibault Julier, qui ont fait un travail absolument remarquable, qui ont pondu une première ébauche de la charte. Cette charte ensuite a été proposée au comité des régions dont je fais partie, et il y a eu un véritable échange où on ne cherchait pas le plus petit vecteur commun, mais plutôt à enrichir chacun avec nos sensibilités la charte. Ensuite, celle-ci a été transmise à l'intégralité des régions, des délégués de région, qui avaient une quinzaine de jours pour, selon leur vouloir, sans avoir un ordre qui vient de Paris, soit on l'a présenté aux adhérents, soit on l'a présenté à nos délégués dans les communes, pour l'enrichir. Et ce travail-là, nous, de collecte, a été remonté sous une forme de collaborative ou participative, on parle de plateforme collaborative, au vice-président, pour avoir un document enrichi de l'intelligence de tout le monde. Voilà. Les 3 premières mesures que vous prendriez, c'est quoi ? Si vous étiez au pouvoir, comme Stéphane vous convie à l'être. On commencerait par imposer, il y en a un, à ma connaissance, qui l'a fait, c'est démissionner au niveau... Un des gros problèmes, c'est la rénovation de la représentation politique. Si vous prenez l'Assemblée, je crois que c'est 55% des parlementaires sont issus de la fonction publique. Nous n'avons absolument rien contre la fonction publique. Nous avons une fonction publique de très haut niveau, une administration de très haut niveau. Mais aujourd'hui, 55% du Parlement, alors que le poids dans le PIB, c'est 20%. On commencerait par imposer la démission de la fonction publique à chaque député pour pouvoir renouveler pas les seuls. Bruno Le Maire, par exemple, de l'UM. C'est à lui que je pensais. Voilà. C'est exemplaire. Il s'est appliqué à lui-même. Il s'est appliqué à ça, il est pour. Enfin, voilà. Voilà. Il y aurait tout un volet. Alors, en fait, si vous allez sur le site noscitoyens.fr, nous avons sélectionné 10 thèmes qui nous paraissent essentiels. La vie politique. La vie politique. Vous avez l'exclusion. Contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, Thibault Julier, qui est un des vice-présidents, il a monté une entreprise qui fait de l'insertion sociale. Est-ce que Thibault Julier n'est pas plus qualifié qu'un certain nombre de politiques hors sol, qui sont des politiques de carrière, qui, une fois qu'ils sont élus, n'ont qu'une idée en tête, se faire réélire, qui vivent dans des administrations, qui sont déconnectés de la vie publique, qui n'ont jamais fait de CV, qui n'ont jamais fait d'entretien d'embauche? Est-ce que nous, chefs d'entreprise, avec nos différentes sensibilités, est-ce que des cadres d'entreprise qui nous ont rejoints, est-ce que des avocats spécialisés ne sont pas plus à même de réfléchir sur le pavé du code du travail que d'autres? On parle de choses que l'on connaît. Et encore, ce n'est pas pour donner des leçons aux autres, mais on pense que la compétence n'est pas limitée qu'à 2500 élus qui gèrent le pays. Il y a quand même aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui n'ont jamais présenté le moindre CV à qui que ce soit parce qu'ils sont arrivés dans l'entreprise en sortant de leurs études. Donc ce n'est pas non plus tout d'un coup merveilleux le monde de l'entreprise où on n'aurait que des gens absolument merveilleux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est une très belle idée d'exiger que les gens démissionnent, mais il faudra encore savoir ce que vont faire les gens quand on se présente et qu'on est élu député pour 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait au bout de 5 ans ? Non, mais qu'est-ce qu'on devient? C'est tout. Quand on a un certain boulot, on fait quoi? On n'a pas de boulot. Donc, du coup, on ne se représente pas et on a un personnel politique qui n'est pas terrible. Non, s'il n'y a pas de possibilité, s'il n'y a pas d'avenir pour un homme politique au bout de 5 ans, on va... C'est vrai qu'il y a un certain nombre de professions libérales ou de chefs d'entreprise ne se présentent pas aux élections parce que voilà, ils risquent de perdre leur boulot. Oui, parce que la boîte vous avez une PME, c'est compliqué si vous n'êtes pas là. C'est pour ça qu'on a. Il y avait une proposition qui est faite conjointement, c'est d'imaginer des accompagnements pour les députés qui ne seraient pas réélus, pour les accompagner, mais ils ont comme n'importe quel Français au chômage. La vie politique, c'est un des facteurs importants. Séphora, je voyais approuver les propos de Thomas Courtois. C'est vrai qu'on reproche souvent la déconnexion de la réalité des hommes politiques. Dans le meilleur des cas, ce sont des gens qui ont fait d'autres études, de la politique, qui font l'ENA, mais très souvent, ce sont des gens qui rencontrent peu de difficultés d'ordre social, économique, qui naviguent dans une sphère plutôt haute de la société et qui se retrouvent forcément en décalage total avec la réalité
peut-être pas des 3/4 des Français, mais au moins un bon 2/3 des Français. Je pense que justement, un chef d'entreprise, alors c'est vrai, hein, comme Jean-Charles le soulignait, il y en a qui sont exactement dans le même cas de figure. Mais un chef d'entreprise qui peut... Non, mais encore une fois, alors, je vous laisse finir, mais il nous dit, on n'est pas un mouvement de chef d'entreprise, vous peut-être pas... Oui. Je ne sais pas que j'étais là pour justifier la possibilité, le droit des chefs d'entreprise. Non, c'est pas des chefs d'entreprise qui... Enfin, voilà, donc je permets de dire ça pour que le propos soit clair, quoi. Oui, en tout cas, leur candidature, je la fous parce que je pense que ce sont des gens qui ont certainement un éclairage, une lecture des problèmes de la vie quotidienne qui est certainement plus acérée. Parce que lorsqu'on dirige, alors vous allez me dire pas le chef d'entreprise, mais si on prend l'exemple du chef d'entreprise, lorsqu'on dirige une entreprise, on est soumis à des contraintes économiques que l'on doit respecter, et puis on doit faire sur le plan humain aussi avec les contraintes du personnel. Il faut le gérer ça au quotidien. Donc je pense qu'on développe nécessairement une forme de sensibilité qui est tout autre que quelqu'un qui a fait juste des études en politique et qui souvent nourrit une ambition strictement personnelle. Là, on est assez dans l'air du temps, Florence. Oui, non, mais je pense aussi que par rapport à votre programme, puisque là vous avez réfléchi, en fait vous êtes parti d'une feuille blanche sur la totalité des 10 thématiques que vous avez sélectionnées. Et ce qui pourrait être intéressant, bon, vous êtes un parti qui a 2 ans d'âge, il va falloir quelques années avant de pouvoir grimper au sommet, mais je pense que les programmes que vous allez sortir, et j'espère qu'ils vont pouvoir être médiatisés, va peut-être aussi un peu aiguillonner et aller secouer les partis politiques traditionnels et les faire réfléchir et peut-être aller sur un débat et peut-être faire avancer des choses au niveau des partis un peu conservateurs, entre guillemets. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 choses. Déjà, il y a un parti qui a très récemment sorti une plateforme citoyenne. Donc nous, c'est une somme de petites victoires. Si on peut amener un certain nombre de sujets sur la table... Citoyenneté, on en parle beaucoup dans tous les partis. Oui, mais enfin là, il y a un parti, enfin l'UMP a lancé, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le citoyen. Valls ne parle que de citoyenneté. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que je pense que toutes les initiatives sont bonnes à prendre. À partir du moment où si on a un sujet sur le Code du travail qui est repris, si on a un sujet sur la réforme de la vie politique qui est repris, tant mieux. Je crois que nous, on n'a pas de priorité. Dire qu'il voulait supprimer l'ENA, par exemple. Donc, voilà. Oui, ça, c'est... Oui, mais après on est sur comment ils appellent ça, des marqueurs, politiques. Enfin, on est très loin de ça par rapport à ce que disait Sephora. Un chef d'entreprise ou un cadre ou un artisan, un commerçant, quand il est confronté à l'URSSAF, aux ACIDIC, au personnel, j'ai des collaborateurs pour lesquels on reçoit des saisies arrêts sur salaire, donc on est quand même confronté. Et vous pensez que les autres sont tellement éloignés que ça. Stéphane, justement, on est quand même un peu là, enfin, je ne sais pas si c'est vrai, pas vrai, peu importe, enfin, vous allez nous le dire peut-être, mais un peu dans la mode, quoi, l'air du temps de dire il y aurait des gens qui ne connaîtraient rien aux difficultés des Français parce qu'ils sont fonctionnaires, parce que aussi, et des autres qui seraient confrontés aux vraies réalités. C'est aussi simple que ça? C'est extrêmement compliqué en tout cas. Mais enfin, c'est vrai que c'est pas à la mode. Enfin, au contraire, je crois, d'un grand classicisme, ce type de discours qui s'exprime de manière mais qu'on très appelait différente. poujadiste à un moment et qu'on a. Oui, alors c'est quand même pas du poujadisme, hein. Mais il y a cette idée derrière aussi de confusion entre ce que c'est que la représentation et ce que c'est que la représentativité. C'est pas la même chose. On court après la représentativité aujourd'hui en disant, il y a les fonctionnaires représentent tant dans le pays et ils devraient représenter pas plus ou au moins pareil au Parlement, par exemple. La parité homme-femme procédait pas tout à fait de la même origine. 50-50. Parce que oui, mais enfin c'est quand même la dualité c'est la seule incontournable, dualité, inévitable du genre humain. Bon. Mais aller au-delà, c'est une course sans fin. Après, on dira que, en effet, les artisans, commerçants, profession libérale, alors profession libérale, non, mais artisans, sont très peu représentés. Mais le problème n'est pas là. Je ne pense pas que parce qu'on aurait une espèce de parlement qui représenterait l'exacte photographie de la société française, les choses iraient mieux. Ça, j'en suis pas certain. La représentation, c'est pas ça. Ça, c'est la représentativité. Et c'est une course au cours de laquelle on s'épuise sans jamais atteindre son but. Alors, le discours aussi sur, c'est pas le discours que j'entends quand même, mais un peu. Il faut gérer. Déjà, gérer, c'est un terme
on dit plus administrer, parce que ça fait c'est fonctionnaire, la c'est à la mode, ça. On dit gérer. Il faut gérer. Mais encore une fois, ça n'est pas ce que vous dites. Qui nous va bien. On a un peu contribué à ça. Il faut gérer, par exemple, une collectivité publique, comme on gère une entreprise, et puis on voit, alors notamment au niveau local, des maires qui disent, il y en a un pas loin d'ici, gérer une commune, c'est comme gérer une entreprise, etc. Ben non. Et heureusement. Ouais. Et heureusement qu'on ne gère pas une entreprise comme on gère une commune. Et heureusement qu'on ne gère pas une commune comme on gère une entreprise. Parce que la commune, en effet. Et heureusement pour nos communes. Parce que les objectifs sont évidemment pas les mêmes. Et au fond, au bout du bout, les objectifs se rejoignent évidemment. Que des entreprises soient en bonne santé économique. Oui, parce que les effet, soient heureux et qui créent de la richesse. Mais c'est pas la même chose. Et puis enfin, il y a une dernière thématique. Vous aimez les fonctionnaires et j'en suis flatté. Moi, si vous voulez, moi je me sens plus fonctionnaire. Enfin, la question m'importe peu. Je serais prêt à ce qu'on supprime, en tout cas pour les universitaires, le statut de la fonction publique, dès lors qu'on aurait l'équivalent de ce qui se passe. On les cite toujours en exemple sans trop les connaître. Aux États-Unis, mes collègues ont des contrats de droit privé, mais qui sont des contrats un peu solidifiés, si vous voulez, pour leur donner la sérénité sur le long terme. Oui, ils sont mieux payés qu'ici, non? Un peu plus. mais la question n'est pas là. Mais bien sûr. Mais souvent la piscine. Ils en ont à l'université même, ce qui n'est pas notre cas. Mais je ne m'en plains pas. Mais si vous voulez, là, la fonction publique, c'est un coût, je suis d'accord. Mais c'est pas que ça. C'est aussi une richesse. Alors, on a des bons fonctionnaires, on en a des mauvais. Il y a des gens bien et pas bien partout. Il y a des feignants du côté de la fonction publique. Alors, on dit, mais il reste. Je suis pas si sûr que cela. Et quand on veut dire, quand on propose, je crois que ça fait partie, en tout cas, de ce que l'IFRAP suggère, de baisser le volume, le nombre des fonctionnaires. Alors, en général, tout le monde est d'accord. Et je prouve plutôt. Mais alors, après, il faut dire où. C'est vrai qu'il y a des choses, par exemple, dans l'actualité, la présidente de l'INA, par exemple, qui est classée au ministère de la Culture, ça peut choquer. Il faut dire, est-ce qu'il y a trop de médecins ou d'infirmières, hospitaliers et hospitalières? Est-ce qu'il y a trop de profs dans les collèges et les lycées? Alors certains disent oui, mais moi je n'ai pas envie que mes enfants soient dans des classes à 45. J'ai envie, quand je vais aux urgences, de ne pas attendre 3 heures. Je crois que les mêmes qui réclament une baisse des effectifs veulent plus de médecins, plus de flics, plus d'enseignants. Ça y est, c'est le syndrome NIMBY, not in my backyard. On veut des routes, des aéroports, mais pas dans le fond de son jardin. Alors, on va passer après aux autres sujets. Mais Jean-Luc, je vous ai interrompu tout à l'heure, pardon, parce que vous vouliez dire que voilà, vous avez commencé à être avec. On reste là dans des discours très très convenus. Ce qui m'avait intéressé dans le mouvement Nos Citoyens. Merci beaucoup. On est là pour tous dire non, c'est parlez de Stéphane, vous parlez dans ce que j'entends, ce que vous nous dites, il n'y a rien qui change. Or, Denis Père et le mouvement Nos Citoyens, d'ailleurs le titre du mouvement dit tout, c'est qu'il avait compris que la nécessité d'un homme capable de faire bouger les choses, c'était de remettre de l'ordre dans la nature même de la politique. Ça veut dire quoi? Le politique est d'abord au service du citoyen. Point numéro 1. Donc le politique n'est pas le chef. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, les combats que nous voyons dans les partis politiques, c'est pour devenir chef. Stop! Ça ne nous intéresse pas, nous, de savoir qui va être le chef. Ce qui nous intéresse, c'est que les hommes politiques qui sont à notre service entendent ce que nous leur disons. Et, bien entendu, les discours, les propositions, l'évolution de la société, ça va venir du haut vers l'homme politique. Or là, on entend, et c'est ce que je viens d'entendre à l'instant, qu'on va aller chercher vers le bas, c'est le grand principe de Raffarin, la France d'en bas. Flûte! Renversons la pyramide en plus de la table. Ça veut dire quoi? L'homme politique ou la femme politique doit être au service du citoyen. Nous, citoyens, c'est une excellente idée. Maintenant, il faut la mettre en œuvre. En faisant quoi? Simplement en remettant ce que moi j'appelle les corps intermédiaires. Je sais que ça vous enquiquine un peu parce qu'on répète toujours les mêmes mots, mais en même temps, c'est quoi? On parlait de la représentativité. Elle est inexistante dans ce pays. À un moment donné, il va falloir quelque part que des gens se préoccupent de remettre en haut le citoyen et que le citoyen aille vers l'homme politique qui doit l'aider
à participer, à créer le mouvement nécessaire pour aller vers l'avenir. Je dis très souvent que moi, le combat que je mène, quelle que soit sa nature, va au profit de mes enfants et de mes petits-enfants. Je ne m'intéresse pas à moi-même, je m'intéresse à l'avenir. Et là, j'avais cru trouver dans Denis Père quelqu'un avec son mouvement qui était dans ce mouvement d'avenir. Je l'ai perdu à un moment donné, mon cher Thomas. Pardon, j'espère que ça va être rectifié, mais au-delà de renverser la table, qui est une image peut-être un peu brutale, mais je pense qu'il faut que la pyramide s'inverse. Il faut que les citoyens soient la force de persuasion vers les hommes politiques qui, eux, sont là pour l'action citoyenne, sont là pour éclairer l'avenir. De décrire, c'était plutôt ça. Enfin, c'est exactement ça, c'est-à-dire que nous, on souhaite passer d'un système jacobin à un système inversé, c'est-à-dire que ça doit partir des citoyens. La charte citoyenne, elle a été construite comme ça, et c'est-à-dire... Le nom de parti est un problème. Comme nous, moi je suis syndicaliste, et quand je dis à mon entourage que je suis syndicaliste, on me regarde, on a peur de moi. Or, le mot syndicat ou syndicaliste est aujourd'hui aussi banni que l'est le parti. On n'a pas le choix. Juridiquement, on n'a pas le choix. On parle de mouvement, nous parlons d'organisation professionnelle. Non, mais là, vous attachez à des mots. Ça va bien la cosmétique, à un moment donné, il faut se démaquiller, et puis il faut refaire un autre masque. Mais il n'a pas le choix de s'appeler autrement qu'un parti, parce que juridiquement, ça rentre là-dedans. Et quelle horreur! Et je vous propose juridiquement m'effraie. Plutôt que de parler, mais venez avec nous coller des affiches, venez avec nous sur les marchés, vous allez voir la réalité citoyenne. Non, mais venez avec nous, vous allez voir la réalité citoyenne. Franchement, et donc aujourd'hui, notre ambition, c'est qu'à un moment ou à un autre, c'est de pouvoir être suffisamment fort pour pouvoir renverser la table. Et ça veut dire quand même qu'il faut mobiliser un maximum de citoyens, ceux de toutes origines. On vient d'assister aux élections au sein du Parti socialiste. Je suis désolé, les militants du Parti socialiste, ce ne sont pas des sous-citoyens, des sous-hommes. Ils ont voté en leur âme et conscience pour des gens. Enfin, je ne vois pas où est le problème. Ce sont bien des citoyens qui sont allés décider qu'ils allaient soutenir. Enfin, dans tous les partis politiques, c'est comme ça. Les citoyens, ils se déplacent, que ce soit le citoyen de l'UMP, le citoyen socialiste. Ils sont allés hier voter. Un débat soit tout seul, ça. Mais non, mais je veux dire, arrêtons de toujours dire que tous les autres partis politiques ne seraient pas bien, etc., que les citoyens seraient pas. Les citoyens, ils se prennent en charge, ils vont voter pour qui ils veulent. On est dans une démocratie, il y a suffisamment de partis, et tant mieux s'il y en a un nouveau. Je suis ravi et bienvenue. Mais voilà, c'est pas une révolution. Le citoyen a tout le pouvoir qu'il veut, il est capable de voter pour un con, c'est tout. Après, il a le choix. Mais c'est clair. Le premier parti en France, ce sont les abstentionnistes. Oui, c'est parce que les partis. Il y a une contradiction, cela dit, entre une volonté comme ça des Français qui serait en effet d'avoir une nouvelle politique, d'avoir de nouveaux partis, d'avoir de nouveaux représentants. Et puis, quand on a des élections, qui choisissent, au fond, ils choisissent les expérimentés, les plus anciens, peut-être les plus forts d'ailleurs dans la façon de mener une campagne politique. Est-ce qu'ils ont des alternatives ? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ces deux souhaits comme ça de renouvellement, et au fond le renouvellement se fait jamais? Il y a un problème de communication aussi, parce que sur la visibilité de nos citoyens, c'est pas simple. Aujourd'hui, on a une légitimité sur les sujets plutôt économiques. Donc on n'a pas de problème à avoir des articles dans les journaux, dans les médias économiques. La grande difficulté, c'est de casser le plafond de verre. Mais oui. Et quand je vois le débat et toute la défiance que j'entends, vous êtes chef d'entreprise, c'est suspicieux, vous êtes ceci, vous êtes cela. Alors déjà, on est en train d'essayer de regarder où nous mettre, dans quelle case il faut vous mettre. Même le fait d'être c'est-à-dire qu'on aime bien savoir droite, gauche, centre, pour pouvoir faire. On voudrait faire éclater ça, mais on sait faire ça. C'est ça la contradiction. On nous reproche d'être un parti. On nous reproche. Non, mais il aimerait les donner. Mais on ne lui donne pas le micro, sauf ici. On aimerait. On nous reproche. On nous demande, est-ce que vous êtes un think tank ? On dit très simplement, on est un parti politique. On nous le reproche alors qu'on n'a pas le choix juridiquement. Nous sommes obligés d'être un parti politique. Donc ça mesure le chemin qui nous reste à parcourir. Moi, ça me motive encore plus. Quand il y a des défis, autant se donner un maximum de moyens, et ça veut dire qu'on va devoir encore plus fédérer, et encore plus avancer, et encore plus convaincre. Tant mieux. Et on verra au bout du bout ce qu'il en ressort. Mais je crois énormément et je sens tous les jours que le mouvement prend, que la mayonnaise prend. Et rien qu'à voir, en préparation des régionales, le nombre de partis traditionnels qui nous appellent, qui nous sollicitent, je me dis, ça y est, on commence à rentrer dans le spectre. Aujourd'hui, Patrice, vous nous invitez, c'est aussi, et merci de nous laisser le temps de le faire. Peut-être que je n'ai pas encore les mots, c'est mon premier plateau télé.
Donc il faut aussi que nous, on apprenne quand même, à communiquer et à avancer. Sur la vie politique, pardon. Parce que la vie politique aujourd'hui, on ne peut pas gagner seul. Donc il faut à un moment faire des choix. Il faut aller d'un côté ou de l'autre. Malheureusement, c'est comme ça. Enfin, du côté de la droite ou du côté de la gauche. On voit bien, par exemple, le Front National qui est assez puissant, mais il n'y arrive pas tout seul parce qu'il n'a pas d'alliés. Est-ce que vous dites clairement, ben voilà, si jamais on doit faire des choix, on ira dans tel sens ou dans tel sens? C'est un débat interne au mouvement et qui est justement, comme on voit aujourd'hui qu'on est de plus en plus sollicité, c'est un mouvement aujourd'hui qui n'est pas tranché à 100%, mais qui est mené actuellement pour savoir est-ce qu'ils doivent signer la charte Nous Citoyens, quelles sont leurs approches, quels sont les marqueurs ou les incontournables qui feront que nous pourrons aller ou nous associer ou avancer avec tel ou tel mouvement ou parti ou tel candidat. Très bien. On passe à d'autres sujets si vous êtes... J'ai juste Non, une dernière pardon. question, Patrice, Allez-y. qui doit brûler les lèvres de beaucoup. Parce que là, non, mais on est dans la forme, mais dans le fond, tout à l'heure, vous parliez de pragmatisme. Oui. Concrètement, quel est votre objectif et quelles sont les actions concrètes que vous menez sur le terrain pour arriver à vos fins? Ce que vous envisagez, mais concrètement. Concrètement, c'est de pouvoir être présent partout au régional, parce que les régionales vont être un tremplin pour les présidentielles. C'est de pouvoir... On est en train de travailler sur deux niveaux, ce qui est de pouvoir avoir des élus, et dans un deuxième temps, et en même temps, de pouvoir préparer nous sommes en train de préparer la plateforme citoyenne, sur laquelle nous allons avoir un programme pour 2017. Ce programme, il y aura deux possibilités. Notre mouvement n'aura que 3 ans. Est-ce que nous aurons un candidat? Ce n'est pas sûr. Est-ce que nos idées seront reprises? Est-ce qu'il y aura un candidat qui ressortira, qui dira « j'adopte le programme de Nous Citoyens et je m'engage ». Nous prendrons des garanties pour ne pas être les dindons de la farce comme en 2007 où Nicolas Hulot a fait signer à tout le monde et puis le lendemain. Donc ça voudra dire aussi qu'il faudra qu'on ait des représentants de Nous Citoyens qui puissent aller agir. Donc faire partie des gens qui pourront agir, donc c'est soit dans un gouvernement ou soit dans un mouvement. Si nous n'arrivons pas à ça, nous aurons des candidats. Nous sommes en train de nous organiser pour avoir des candidats en 2017. Il faut pouvoir peser. Est-ce qu'on souhaite un candidat. Un candidat. Qu'est-ce que j'ai... Oui, mais après, il y a les législatives. Un candidat. C'est ça qui est Jean-Marie Et ce Cavada, sera- non? Non, Jean-Marie Cavada, quand il a rejoint le mouvement à la demande de Nipper, nous avait Pourquoi vous expliqué avez qu'il pris Jean-Marie Cavada? Je connais Moi, je bien l'ai pris. Jean-Marie Cavada. Enfin, il a été bayrouiste, après il est passé à l'UDI. C'est pas le type même du renouveau politique, enfin. C'est un choix que Denis Père a fait à l'époque. Il sentait aussi qu'il ne fallait pas que nous, citoyens, deviennent moi, Denis Père. Donc c'est d'appeler des gens autour de lui pour l'aider à structurer le mouvement et l'organiser. Donc Jean-Marie Cavada, quand il est arrivé, il y avait un double objectif derrière, nous aider à structurer le mouvement. Parce que passer d'un mode start-up politique à un mouvement organisé, donc depuis nous avons créé le comité des régions, le comité exécutif qui fonctionne parfaitement bien aujourd'hui, nous avons la charte citoyenne et nous allons d'ici 10 jours avoir un parlement citoyen. Nous avons tiré au sort parmi les adhérents 200 adhérents qui participeront au parlement citoyen. Et donc Jean-Marie Cavada est arrivé déjà avec cette première fonction. Il nous a expliqué en arrivant qu'il n'était candidat à rien, qu'il était là pour donner de son temps et nous aider à structurer le mouvement. Deuxième objectif avec Jean-Marie Cavada, pouvoir enfin ouvrir les plateaux de télé. D'accord. Très simplement. Oui, c'était un accès aux médias. Mais Exactement. quel est votre programme? Parce que là, Mais ça, on en a c'est parlé un pareil. petit peu tout à l'heure. Ça vous brûlez les lèvres, mais. Noscitoyens.fr. Voilà. Voilà. Sur la plateforme. C'est vrai, pas écouté, c'est pas joli. C'est donc le recensement, Ah, on a dit qu'on c'est voilà. le recensement de toutes les volontés des citoyens pour essayer de les mener à bien. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Et non, on est en train de travailler donc sur un programme et ensuite avoir des équipes sur le terrain pour le porter. Puisqu'on parle de renouvellement, une question comme ça, est-ce que il y a deux personnalités qui alors dans la politique plus classique, qui sont dans le renouvellement, il y a le maire d'un côté, il y aurait Valls éventuellement de l'autre. Est-ce que quelqu'un pense qu'il y a une chance sur 1000 qu'ils soient candidats en 2017 l'un et l'autre? Une sur 1000 Une sur 1000, oui. Oui, sur 1000, oui. Mais pas beaucoup C'est plus. loin 2017. Valls, oui. Ah oui, parce qu'il y a quand même, c'est semé d'embûches pour Hollande quand même, donc c'est pas Mais sûr Hollande, du tout. il est en train de préparer. Oui, non, Pas l'impression il quand même peut que les préparer partis plein de- tiennent il peut des- préparer plein de tiennent choses, des- mais je trouve ça vraiment curieux de dire qu'il n'y aurait qu'une chance sur 1000 que Hollande ne se présente pas.
ne soit pas, comme on dit, en capacité. Pourquoi on dit en capacité plutôt que de pouvoir ou pas pouvoir. Enfin bon, donc il est pour l'instant, il se sent en capacité d'être candidat. Mais, enfin, en 2 ans, il peut se passer plein de choses. Oui, Donc, comme pour Sarkozy. non, mais il peut se passer des choses. Mais c'est vrai qu'on voit, même avec des gens qui sont plutôt brillants et que les Français aiment bien, le renouvellement est quand même difficile, même surtout peut-être à l'intérieur des partis, quoi. Ouais, mais c'est ce que je suis tout à fait d'accord avec ce que Jean-Charles disait. Moi, on a les élus qu'on mérite. Voilà. On vote et chaque citoyen est responsable de son vote. Le renouvellement, il incombe d'abord de la responsabilité. Il relève de la responsabilité des citoyens eux-mêmes qui sont électeurs. Alors, c'est vrai qu'on peut les y aider. Moi, j'apprécie l'engagement, par exemple, ce fichu non-cumul des mandats. Enfin, sans doute, va-t-on pouvoir y arriver, mais encore, ça n'est pas sûr. Il va falloir voir ce qui va se passer justement en 2017 autour de cette fichue élection présidentielle qui cristallise, enfin, stérilise tout débat, qui monopolise la vie politique française. Enfin, tout tourne autour de cela. Au bout de 2 ans du mandat, ça y est, on prépare l'après. Oui, surtout avec le quinquennat, oui. C'est absolument insupportable. Mais les gens le font encore. Tant mieux pour eux, mais Patrice, vous le dites, c'est une croyance. Ouais, ça n'est rien de plus. Absolument, je vais fonder un parti, je ne sais pas comment ça s'appellera, moi, Stéphane Manson, et mon premier point, ce sera de supprimer la fonction présidentielle. Ouais. C'est-à-dire ce que je dis aux étudiants. J'ai vu dans ma carrière jusqu'à 5 à 6 000 étudiants, j'ai fait le compte. Et je leur dis, souvenez-vous, je vais me présenter à l'élection présidentielle, ça durera 1 mois, et je ferai voter la suppression de la fonction présidentielle. Voilà. Bravo. Donc, qu'on s'en souvienne. Vous seriez pour un éclatement enfin, vous êtes pour les institutions de la Ve République ou vous êtes pour une réforme, par exemple, de l'élection présidentielle vous pensez que c'est une bonne chose pour la démocratie ou pas? Oui, bien sûr. Vous êtes pour le maintien? Parce que nous, on est pour que le président, en 2017, fasse un seul mandat. Il fasse le job pour lequel il a été élu, quel que soit le programme. Mais au moins qu'on puisse avoir qu'au bout de 2 ans d'élection, il y a un bordel sans nom parce que tout le monde pense à la succession. Non, il a 5 ans. Il a 5 ans pour mettre en application ce qu'il a présenté aux Français et que le programme soit suffisamment clair au moment des élections pour que ce soit quasiment un référendum sur le programme. Si vous voyez comment se terminent les 2e mandats généralement quand on sait que le président ne se représentera plus, c'est pas toujours formidable. Vous voyez bien, vous parliez du cumul des mandats, il faut bien qu'on quand même changer la représentation au niveau de l'Assemblée. Ça veut dire qu'il faut faire voter ça par des cumulards. C'est compliqué quand même. Mais l'élection présidentielle au suffrage universel, vous ne la remettez pas en cause, par exemple? Non. D'accord. Non, on n'est pas pour... Non, mais... Non, parce qu'il y a des gens qui sont pour la 6e République et pour une autre façon, une autre représentation politique. Peut-être un mot sur on va passer à d'autres sujets, sur le décret, sur la réforme de l'enseignement qui a été adopté, enfin qui a été écrit de manière un peu précipitée, disent les opposants. Vous avez beaucoup bossé, Florence, là-dessus. Je n'ai pas beaucoup bossé. Non, mais je veux juste rappeler quelque chose. On parle de précipitation. Oui, c'est un décret. Voilà, c'est un décret et un arrêté, parce que l'arrêté est beaucoup plus précis que le décret. Le décret, il fait 3 lignes. L'arrêté est beaucoup plus développé. Ils sont sortis en même temps. Alors, on parle de précipitation le 19. Au mercredi. Voilà. Le lendemain de la grève. Voilà, c'est ça, le lendemain de la grève. Donc, c'était mercredi. C'est vrai que ça se percute avec les mouvements et qu'ils auraient peut-être pu le faire à un autre timing, mais pour autant, il faut quand même rappeler que ce décret, cet arrêté, porte sur une loi du 8 juillet 2013. Donc, on est bien dans le timing typiquement français, c'est-à-dire qu'on met 2 ans pour sortir des décrets ou des arrêtés, voire même des fois, on ne les sort jamais. Donc, dire précipitation, alors que c'est plus un problème, je pense, de timing et voilà, ça se percute avec les manifestations, mais c'est pas, voilà, ils ont mis 2 ans pour sortir. C'est pas une précipitation par rapport à la loi. Voilà, par rapport à la loi de 2013. Probablement par rapport à la protestation. Exactement. Bon, alors après, il y a le contenu, on est d'accord sur le contenu du décret de l'arrêté. J'entendais ce matin un humoriste qui disait quelque chose de bien. Il disait, en matière d'éducation nationale, c'est comme le Beaujolais, ça revient tous les ans, c'est pas bon et ça saoule tout le monde. Et c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. C'est un goût de framboise ou de fraise. C'est ça, c'est goût de banane, c'est pas bien, quoi. Moi, je trouve qu'il y a 2 choses dans ce qui vient de se passer. La première, c'est que dans les débats, on a confondu réforme de l'éducation et réforme des programmes.
Première chose. Qui est pas faite. La réforme du collège et la réforme des programmes. Absolument. La deuxième chose, c'est que vous voyez bien que c'est un marqueur politique. Aujourd'hui, Hollande est en train de rentrer en campagne, très clairement, et son voyage aux Caraïbes est significatif dans ce domaine. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Hollande? Il dit « Je vous ai promis des réformes, je fais des réformes, contre vents et marées ». C'est un marqueur politique très très fort qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est un marqueur si fort que ça? Bien Parce qu'il y a entendu. des opposants de L'opinion gauche, publique voit des quoi, opposants de dit droite, quoi. il y a des opposants de Mais gauche. attendez, Alors, il y a la mousse médiatique, il y a les débats, il y en avait un brillant hier entre Le Maire et Vallaud-Belkacem. Honnêtement, la seule chose qui importe pour François Hollande, c'est le marqueur politique qui consiste à dire « j'ai promis des réformes, je réforme ». Voilà. Et ça va s'accélérer probablement dans les mois qui viennent jusqu'à 2017. Et vous allez voir que... Vous dire que c'est un changement d'image. La seule chose qui lui importe, c'est de dire le changement, je l'ai promis, je vais le faire, contre vents et marées. Et effectivement, Florence a raison. C'est vrai que la loi, elle date déjà d'un moment, et que là, on est en train de faire de la mousse sur un débat en confondant en plus un certain nombre de choses qui ne devraient pas être confondues par les médias, qui, je trouve, là, d'ailleurs, manquent un peu de compétences dans ces domaines. Et pour moi, la seule chose qui compte, c'est le marqueur politique d'un président qui a promis des réformes et qui les fait. Contre vents et marées. C'est de la mousse, hein. Mais en même temps, il est en campagne. Mais c'était pas son image. C'est pas l'image Ben de non, Hollande jusqu'à présent. C'est pas l'image qu'on lui a donnée depuis quasiment depuis 3 ans. C'est l'image qu'il va défendre pour les 2 ans à venir. Là-dessus, oui. Oui, enfin, après, peu importe que la loi date de 2013 ou pas, ce qui est sûrement choquant, enfin, au-delà du fond de la réforme des programmes, Oui, parce que on ne parle pas du fond, là, on parle de... Voilà, c'est ça qui est plus intéressant. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez curieux, le gouvernement, qui a cette habitude, quand même, ils perdent une élection avant même de l'avoir perdue, ils disent, de toute façon, quelle que soit l'ampleur de notre défaite, on ne changera rien. Bon, là, les gens descendent dans la rue, les profs, les enseignants, enfin, les syndicalistes, les élèves, les parents d'élèves, de toute façon, c'est pas grave, on ne change rien. Donc, effectivement, c'est une question de méthode qui, moi, je trouve un peu curieuse, et voilà. Après, ça, c'est sur la forme. C'est vrai? Oui, c'est vrai, je trouve ça étrange. Eux qui, en plus, ont toujours tendance à prôner l'écoute du peuple. Et c'est vrai, je trouve que pour un gouvernement de gauche, c'est d'autant plus critiquable. Le peuple, on ne sait pas très bien. En même temps, c'est plus Mais compliqué que là, ça. il n'y avait rien à écouter. La loi, elle avait été votée il y a 2 ans. Le décret, il sort. Elle a été voilà, votée il y a 2 ans, mais les gens, il n'y a pas eu de communication autour, donc les gens n'en avaient pas. Mais ça n'a pas été rappelé, parce que même Vallaud-Belkacem, quand elle parle de cette problématique, de cette réforme des collèges, elle ne rappelle pas, personne n'a rappelé que la loi était de 2013. Parce qu'elle ne sait pas. C'est pas de vous qui étiez assez opposé, me semble-t-il, au fond de la réforme. Mais c'est vrai qu'il y a une confusion avec les programmes. Et là, il y a de la discussion avec les profs. Mais en plus, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Enfin bon, Non, c'est le collège. C'est pas l'université. L'université est réformée tous les 2 ans, donc enfin bon, j'y comprends encore moins d'ailleurs de choses. Non, mais moi, mon sentiment, c'est que tout cela marque le caractère, enfin plus qu'important, capital du service public de l'éducation, puisqu'à chaque fois, évidemment, chaque gouvernement tente à vouloir y laisser sa marque. Ça suscite très souvent des vagues. Regardez, en effet, sur la question des langues dites mortes. C'est très français, ça. Imaginez la transposition de ce débat aux États-Unis, par exemple. Oui. Bon, ça leur paraît très surréaliste. D'ailleurs, j'ai un ami, je lui racontais, il dit c'est so French, quoi. C'est tellement français comme débat. Notamment, mais donc non, mais ça, en effet, ça marque vraiment Alors c'est plus que l'éducation, parce que c'est alors pardon d'utiliser cette expression, mais c'est au cœur du pacte républicain. Enfin, c'est fondateur, quoi, l'éducation au sens large. Donc là, on touche à quelque chose de très très délicat. Et on a l'impression justement que les Français sont très attachés à ça. Ils ont raison. Très attachés. Et à chaque fois qu'on essaie d'y toucher, on dit c'est délicat. Oui. Non, mais il y a deux. C'est délicat, il y a les syndicats. Il y a la réforme du mammouth, comme disait Allègre, et puis là c'est un peu différent. Là, c'est plutôt l'attachement, en effet, je pense, des Français à leur système éducatif, quoi, qui peut être mis en cause par la réforme, ça c'est autre chose. Peut-être un mot, toujours vous, Florence, sur les enfants nés d'une GPA à l'étranger. Là aussi, le gouvernement avait dit qu'il n'y aura pas de lien entre le mariage
pour tous et la procréation, soit la procréation assistée, soit la GPA. En fait, c'est compliqué, quoi, le statut des enfants, surtout si quand on va faire une GPA à l'étranger, ils reviennent en France, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Il y a un vrai problème d'intérêt de l'enfant, et je pense que la France a déjà été condamnée à 2 reprises par la Cour européenne des droits de l'homme en juin 2014, et si l'avocat général à la Cour de cassation a pris une position avant le 19 mai pour dire il faudrait qu'on avance favorablement pour que ces enfants-là puissent être inscrits à l'état civil, puisque c'est ça le sujet, une GPA à l'étranger, le retour en France. Donc, et il y a des contentieux. Pour l'instant, alors, ils ne sont pas français. Ils ne sont pas français. Ils sont pas français. Il y a une interdiction de les inscrire à l'état civil. Donc il y a eu plusieurs. C'est ça, voilà. Mais ils veulent avoir la nationalité française parce que les parents sont français. Ils ont des parents français, hein ? Pardon ? Ils ont des parents français. Absolument, issus de parents français. Et donc, il y a eu plusieurs contentieux à Nantes, à Rennes, avec des appels, avec des décisions divergentes, avec des décisions disant oui, vous pouvez les inscrire à l'état civil, et puis des décisions où non, vous ne pouvez pas les inscrire à l'état civil. Et là, voilà, Jean-Claude Marin, l'avocat général à la Cour de cassation, a dit il faut qu'on avance, mais il a mis une condition en disant ils peuvent être inscrits à l'état civil sous condition qu'ils aient fait une expertise sur la paternité, pour prouver que le père est bien le père. Voilà. Donc, on avancerait là-dessus. Bon, maintenant, c'est juste son avis. Je crois que l'affaire est étudiée à la fin vers le 29 mai dans la Cour de cassation. Et ensuite, on aura la décision, soit juillet ou septembre, sur ce sujet-là, qui va être majeur. Mais la Cour de cassation dit on ne peut pas ignorer les condamnations, en tout cas de la France, par la Cour européenne des droits de l'homme. Condamné 2 fois. Et alors, ça pose un autre problème. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie à dire on est pour le mariage pour tous, mais ça ne va pas entraîner de conséquences sur la filiation ? C'est exactement ce que j'allais dire, sans rouvrir le débat. Sans rouvrir le débat, non, c'est pas le... Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre ? Mais au moment du Pacs, beaucoup d'opposants au Pacs avaient comme argument en disant vous nous vendez le Pacs, et on sait très bien que dans 5 ans ou 10 ans, il y aura le mariage. Et là, tous les gens qui défendaient le Pacs disaient mais jamais de la vie, mais vous rigolez, non, le Pacs, on s'arrête là, etc. 10 ans après le Pacs, il y a le mariage. Les opposants au mariage prennent le même argument en disant ok, on s'est fait avoir pour le Pacs, on se fait le mariage pour tous, on veut bien, mais il va y avoir la GPA. Mais bien sûr que non, la GPA, mais jamais, vous inquiétez pas. Et là, on n'attend même pas 10 ans, mais ça fait 1 an et demi et clac, la GPA. C'est pas la légalisation de la GPA, mais on sait bien que c'est dans les tuyaux, je veux dire, c'est une question de temps. Donc, non, je ne sais pas si c'est dans les tuyaux, je demande si on peut peut avoir l'un sans l'autre. Les contentieux-là sont des couples hétéros, ce ne sont pas des couples homosexuels. Oui, non, mais moi j'ai un couple d'amis homo qui ont 2 enfants par GPA aux États-Unis, ils attendent qu'une chose, et je leur souhaite tout le bonheur possible, c'est que leurs enfants qui sont américains puissent être français. Donc voilà. Non, mais ça n'a rien à voir entre eux. Parce que là, c'est interdit, là. Actuellement, la GPA est interdite en France, mais pourquoi est-ce qu'on interdirait l'inscription à l'état civil d'enfants qui ont été conçus de manière tout à fait légale à l'étranger ? Parce que c'est une voie ouverte à la GPA, quand même. Non, pas forcément. Mais pourquoi interdire la GPA si on reconnaît aux enfants nés par GPA ailleurs le droit d'être français ? La logique veut qu'on dise faites la GPA en France. Je ne sais pas, dans votre avis, c'est lié ou pas lié ? On peut très bien avoir une... Non, enfin, c'est assez surréaliste, quoi, comme débat. Enfin, je sais pas. Alors, on en fait quoi ? On les met à la poubelle ? Ah non, ça... on met son intérêt. Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Non, mais je dis, est-ce qu'on peut avoir le mariage pour tous sans avoir, sans légiférer sur la législation, sans changer le droit de la filiation ? Voilà. Oui, moi je comprends ça. Oui, il y a quand même les choses sont différentes. Sont un peu nuancées, quoi. La réalité, elle est souvent un peu plus compliquée que le dogmatisme, alors notamment qui a prévalu sur ce mariage pour tous. Ça n'était affaire que d'un dogme. Christiane Taubira a été très très claire sur le sujet pour une fois. Pour une fois, elle a dit ils sont français. Point. Ouais, absolument. Voilà. On arrive au terme de l'émission. Juste un mot, Thomas Courtois, sur ces questions de société, nous citoyens travaillent aussi beaucoup ? Commence à travailler. Dans la stratégie ou dans la démarche de nos citoyens, c'était déjà de travailler, de réfléchir sur la vie politique et sur l'économie. Donc remettre le pays en marche. Donc derrière, vous avez tous les thèmes dont j'ai parlé qui sont sur le site noscitoyens.fr, de l'éducation, l'écologie, la vie politique. Ces sujets de mariage pour tous ou les sujets de société sont dans un thème qu'on appelle le faire société. Donc derrière, vous avez qu'est-ce que la famille, qu'est-ce que être français, donc tous les sujets dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et notre prétention, c'est de pouvoir, à un moment ou à un autre, dire est-ce que ces sujets peuvent être abordés différemment que comme des chiffons rouges ? Quand
Quand on prend, Est-ce qu'on peut en parler calmement? sous Sarkozy, c'était l'identité L'identité, nationale. ouais, Là, c'est le mariage pour tous. Est-ce que des sujets comme ça peuvent être abordés Regardez, en Irlande, autrement on parle plus- que plus- comme de des manière stratégies plus calme, hein. politiques? Ça va Et est-ce plus qu'à la catholique. fin du fin, est-ce que les citoyens ne peuvent pas être appelés à voter et à se prononcer? C'est notre Un peu démarche. plus donc de démocratie directe. Très clair. Merci infiniment Thomas Courtois, merci Stéphane Monson, merci Florence Mercadet, merci Jean-Luc Madec, merci Jean-Charles Lajoigny, et je vais vous garder pour la fin, Sephora, Namani. Merci à tous. Non, c'était pas fini ?